Je voudrais remercier, bien sûr, mes deux co-organisateurs qui m'ont bien aidé. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus animer ce colloque et dont les contributions ont été passionnantes, mais je pense que ce que je vais dire leur rend hommage. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, Paul Martin et toutes ce qu'on appelle les petites mains, qui en fait sont de grandes mains, qui rendent possible à l'ICES cet accueil remarquable et qu'on aime à faire connaître à ses amis. Synthèse, si je puis dire, ou plutôt rappel, plus simple, de ce qui a été dit. Après l'incisive introduction d'Éric Gherardi, qui nous rappelle opportunément que omettre de parler, c'est encore signifier, et qu'omettre d'agir peut valoir pour une véritable action, le premier moment du colloque a interrogé les rapports entre le langage et le réel. Trois orateurs s'y sont attachés. Jean-Marc Joubert, pour commencer, en nous présentant avec un remarquable esprit de synthèse les deux positions successives de Wittgenstein sur le langage. D'abord, celle du Tractatus Philosophicus, qui en fait un modèle représentatif du réel, de même logique que les faits eux-mêmes, et par conséquent, incapable de se représenter lui-même, faute de pouvoir se placer en dehors de sa propre forme de représentation. Ce qui en soi n'est pas grave, dit Wittgenstein, puisqu'il lui suffit de fonctionner à ce langage. Puis, dans une seconde époque de sa réflexion, Wittgenstein s'intéresse à la diffraction du langage en ses multiples pratiques, toutes d'ordre communicationnel, donc excluant un usage privé, donc pure pratique et non objet philosophique, ce qui est relativement paradoxal, et où la grammaire finit par se substituer à la logique comme outil d'analyse d'une fonction qui ne fait pas sens, mais qui est le sens, qui a pour seul objet de dire le monde sans chercher à aller au-delà, car, pour finir, sur ce dont on ne peut parler, il faut faire silence. Puis Bernard Kalbat, avec son érudition coutumière, a évoqué la naissance de la profession d'advocatus, depuis l'ancestral pater familias, en passant par le patronus, le defensor, etc. Il nous montre que, curieusement pour les modernes, la compétence attendue ici a longtemps été bien plus oratoire que juridique, et bien plus que de savoir acquis en la matière des lois, de la maîtrise de la parole, de ses artifices, et notamment du locus communis, le fameux lieu commun. Car si en Orient, dès le IVe siècle, les institutions commencent à exiger une compétence en droit pur, le code justinien imposant même une sorte de contrôle des connaissances, en revanche, à Rome, la rhétorique a dominé presque sans partage la profession, ou plutôt l'ombre de la rhétorique, tant l'orateur, ou plutôt le rhéteur, a généralement préféré la flatterie, la fausse culture, les généralités, à la véritable administration de la preuve. On peut ici incriminer l'irréalisme de la formation à la controverse, le plus souvent coupé du réel, et le mauvais usage du lieu commun, volontiers bavard et abusivement général, préféré à l'argumentation juridique, bien plus rare. Il faudra dès lors attendre le XIIe siècle pour que l'advocatus devienne vraiment iuris peritus, compétent en droit. Éric Pomès, à son tour, souligne, avec une joyeuse alacrité critique, les discordances entre la réalité et le discours que tiennent les États ou leurs dirigeants lors des crises internationales. Il commence par définir méthodiquement les crises, puis le discours lui-même, suivant en cela Benveniste et son distinguo entre le récit impersonnel et le discours où l'énonciation se désigne elle-même avec son intention perlocutoire. Puis il montre comment chaque discours sur la crise parle moins de cette crise elle-même qu'il ne vise à installer une posture face à elle, à travers l'idée ou l'image que le dirigeant se fait ou veut imposer de son statut. L'analyse qui se propose dès lors de mener avec Mathieu Grand-Piron porte sur les variations significatives et les structures révélatrices de ces discours, contes de fées ou contes populaires déchiffrés à l'aide de propres, motifs invariants du héros, de la victime et du méchant, phases successives de la déconstruction de tel arbitrage international défavorable. Tous ces procédés ne visent jamais qu'à légitimer l'auteur du discours grâce à des valeurs, religion, droit international, ce qui n'exclut en rien les palinodies, les contradictions, les dénis, les confusions entre licéité et légitimité, bref, toutes les manipulations possibles au vu des circonstances. Le décalage de ces sinuosités
et de ses cohérences en fait aussi parfois, et dès lors possible en mêlant étude des intervenants eux-mêmes et de leurs paroles, analyse quantitative précise, chiffrée, et étude qualitative ou interprétative. Un second mouvement du colloque restreint le réel à la pratique sociale, sans quitter le thème du décalage remarquable entre le langage, ici celui du droit normatif, et son champ d'application. Antoine Plou s'attache à commenter en toute rigueur l'adage ex verbo oritur ius, le droit naît de la parole, en se fondant, comme Éric Pomès, sur la linguistique. Il y a une identité stylistique remarquable à l'ICES dans beaucoup de départements de cette maison. Il rappelle le distinguo fait par Austin entre la parole informative et la parole performative, puis les trois fonctions, locutoire, illocutoire et perlocutoire du langage, auxquelles le droit offre, selon lui, un terrain d'application privilégié. En effet, il est par nature prescriptif et ne relève en rien du descriptif. C'est un acte de parole que de dire le droit, en lien avec une volonté d'agir. Il est donc ontologiquement perlocutoire. Son modèle d'origine est la parole divine, performative absolument, et dont la grammaire même reflète cette intention prescriptive, même si l'interprétation humaine en reste sujette à caution. Quant au modèle terrestre, la triple nature des juges selon Hoste, Jupiter énonciateur du droit, Hercule justicier surhumain, Hermès arbitre prudent, et leurs qualités propres, autorité, patience, prudence interprétative, peuvent, selon Antoine, se confondre en vue d'énoncer une parole qui soit connue de tous, prudente et audacieuse. Car comme acte de volonté, le droit devrait obéir à trois objectifs: la reconstruction du réel à partir du contexte effectif, l'unicité propre à interdire deux interprétations différentes, donc visant à une cohérence interne, mais aussi externe s'agissant de la diachronie jurisprudentielle, enfin, la clarté, qui devrait tenir dans l'idéal du style de la raison, cette très belle formule. À cette condition, plutôt que de donner son bon droit à la parole, le droit aura sa bonne parole. François Saint-Bonnet, avec cet intérêt qui est le sien pour la pratique contemporaine, des réseaux dits sociaux, fort mal nommés donc, évoque les prétendues valeurs revendiquées par Meta et X. Authenticité, sécurité, protection de la vie privée et dignité pour l'un, sécurité, confidentialité, authenticité et interdiction de la publicité privée pour l'autre. Il se livre alors à une relecture sans concession de ces principes et montre à quel point il participe du flou, de l'approximation, du potentiel et non du réel, à quel point les critères objectifs se dissolvent. Menace en puissance, incitation à la haine, c'est-à-dire à un sentiment, mal, peinant à se représenter comme autre chose qu'une idée. Malheureusement, l'Europe entre dans les mêmes travers en imitant ces formules. Et faute de pouvoir en éviter les ambiguïtés, on procède par analogie. Insulte assimilée à un coup, diffamation à une dégradation de biens, provocation à une complicité. Puis, après avoir rapidement brossé l'histoire des procédures de censure des délits de presse, cour d'assises pour solliciter l'avis censé mieux informer des citoyens, puis après la Seconde Guerre mondiale correctionnelle, François Saint-Bonnet en vient aux procédés contemporains de modération des réseaux sociaux. Algorithmes et salariés, les premiers forcément sommaires, les derniers partagés entre désir d'éviter les amendes par excès d'indulgence et désir d'entretenir le buzz vendeur. Mais les instruments de contrôle de la liberté d'expression, tels qu'on les a jusqu'ici pensés, sont-ils, se demande-t-il, adaptés à la parole si peu élaborée et si essentiellement émotive des réseaux actuels? De la censure, on passe en souplesse à la dialectique de la parole et du silence, dont du reste nous avertissait d'emblée Wittgenstein. À nouveau, trois orateurs abordent la question. On commence avec la très séduisante approche du silence par Gilbert Pons. Je devrais plutôt parler d'une ode au silence, in absentia du reste, comme il convient, puisque son étude a été présentée, comme il se devait aussi, par notre initiateur à Wittgenstein. Du silence comme néant acoustique, aussitôt aboli dès qu'on le nomme, on passe vite à une relation plus complexe avec la parole, car le silence en est à la fois la négation et le souvenir subtil, d'autant qu'il se charge comme elle de symboles et n'est presque jamais absolu mais relatif, nuancé, parfois même instructif quand il mène à la découverte de soi.
Mais, contrairement au bruit, il donne peu de prise à l'analyse. Il ne se saisit que de biais furtivement, négativement. On a alors quelque chance d'en saisir les nuances si diverses, ainsi que tout ce qu'il garde de son milieu d'origine. Ainsi ce silence après Mozart, qui est encore du Mozart. En somme, il tient beaucoup de ce qui n'est pas lui, à commencer par la parole, dont il est souvent le rythme essentiel. Gilbert pense alors d'évoquer deux façons de l'exprimer, soit en le provoquant comme John Cage avec son morceau 4 minutes 33, soit en le manifestant comme ce détecteur d'anges qui ne fait briller son ampoule que lorsqu'un silence parfait s'installe. Malory-Labulle présente ensuite un motif particulièrement émouvant de silence, le deuil de l'enfant, qui chez Philippe Forest s'exprime paradoxalement sous la forme d'une parole douloureuse, mais décidée à construire sur l'absence, le néant douloureux, une œuvre de mémoire, non pas tant intime, bien que disant l'absence d'une absolue singularité, que lyrique, c'est-à-dire tendant à trouver une expression universelle à cette douleur insubstituable. Malory-Labulle dessine pour nous comme une stylistique du deuil, dépersonnalisation de l'enfant, motif de l'effacement, présent hanté par l'absence, monologue dédoublé, et montre que la parole échoue ici à donner un sens à l'événement, même la parole religieuse, et que seule l'entreprise littéraire peut assumer le désir de fidélité au souvenir, non tant une mémoire de l'événement qu'un monument éternisant cette mémoire, un tombeau de papier qui puisse être lu et compris du plus grand nombre. Enfin, Sylvie Payat creuse encore la dialectique de la parole et de son vide en évoquant la double impuissance de la logorée et de l'inhibition. Après avoir comparé la parole politique, en ses péchés mignons, à celle des sophistes tels que les critiques Platon, et lui avoir opposé la puissance langagère du mythe, du logos et du verbe biblique, puissance de la volonté en acte, elle a successivement évoqué les inhibitions physiques, psychologiques ou sociologiques de la parole, notamment à propos des enfants sauvages, puis psychanalytiques, avec leurs manifestations diverses d'impuissance. Puis ce sont les logorées, sursaturant l'espace verbal sur les plateaux médiatiques et les scènes politiques, que cette parole soit creuse ou qu'elle adopte le mode du jargon technique ou technocratique, ainsi de la vertigineuse démultiplication des allocutions et interventions présidentielles depuis le siècle dernier, soyons gentils. Née de ou avec la parole, la culture occidentale, selon Sylvie Payat, risque de se diluer dans sa déliquescence, celle de la parole. Le dernier mouvement de cette première journée est consacré au contraire au pouvoir plus qu'à la puissance ou l'activité de la parole conquérante. Parole politique d'abord avec le réjouissant exposé de Romain Trichereau qui nous a évoqué l'un des derniers triomphes rhétoriques de l'idéologie protectionniste en France contre le libéralisme économique à l'anglaise au cours de la Seconde République. Après avoir brillamment exposé les forces en présence, le modèle anglais défendu par Dollfuss et le député Sainte-Beuve, sous une forme du reste limitée, sinon édulcorée, et le modèle du travail national soutenu par la majorité d'alors, il nous a évoqué le remarquable travail oratoire d'Adolphe Thiers en 1851 dans son discours sur la politique commerciale de la France, à la fois dans le fond, rendu parfaitement clair par l'exposition initiale, et dans la forme, analysée avec ce souci du littéraire qu'on voit si souvent à l'œuvre chez les professeurs de l'ICES dans tous ces départements. Cette éloquence faite de vivacité, d'humour railleur, cet art de l'altercatio, de l'improvisation, de la refutatio, ce mélange de simplicité de langage et d'habileté à grossir le trait quand il le faut, cette façon de s'appuyer sur l'expérience et les grands prédécesseurs, Romain Trichereau, en historien de talent, a su le restituer avec une éloquence à la hauteur de son sujet. Mais la parole peut aussi se montrer plus violente que conquérante. Et Marion Delaveau-Souchet nous en a fait une forte et émouvante démonstration en analysant le récit de Marie-Hélène Lafont, Les Sources, qui fait plus que des paysans à qui elle donne la parole, des mots, les vrais personnages. Sans régler de compte, sans condamner qui que ce soit, en simple mais remarquable observatrice du fonctionnement de la violence verbale, cet auteur montre comment l'ordinaire décalage entre l'intention signifiante et sa réception se réduit ici à presque rien, ou pire, au malentendu, donnant aux mots violents
la force d'un coup et à l'expectative des prochains échanges verbaux au sein même d'une famille, l'amertume d'une véritable angoisse. En grammairienne chevronnée, Marion Delaveau montre comme le rythme même et la densité des séquences phrastiques rendent infiniment sensible au lecteur l'inscription douloureuse de la violence verbale dans l'esprit de ses victimes, et après coup, si l'on peut dire, en retour de bâton, dans celui des bourreaux. La plus efficace des outils de cette violence, c'est le mensonge, sapant les liens entre les êtres, imposant le scandale de sa victoire aux plus faibles, et à l'opposé, l'intention bonne, qui peut guérir ses maux, apaiser les bleus de l'âme, guérir en tant que juste mot à sa juste place. La seconde journée est consacrée à la parole pratique et donne lieu à moins de possibilités de discours réunifiants. Elle est plus éclatée en quelque sorte, précisément dans ses manifestations pratiques. Elle s'est ouverte sur nouveau frais, de la façon la plus radicale qui soit, avec l'abbé Philippe-Marie Hérault, sur le thème éminemment fondateur du Et verbum caro factum est. La parole, nous dit-il, est plus performative encore dans la religion catholique que dans tout autre, car elle y est quelqu'un en trois personnes. Paradoxalement, en outre, elle se donne à voir et se montre pleinement féconde, faisant ce qu'elle dit, disant ce qu'elle fait. Le christianisme n'est donc pas une religion du livre, mais du verbe agissant et agissant de toute éternité, trinitairement. S'y ajoute une incarnation qui pousse cette force agissante à sa limite. La parole divine fait passer d'un statut de l'être à l'autre, soit par avènement, la création, l'âme humaine, soit par transformation, la transsubstantiation. Cette performativité extrême ignore l'échec, le hasard, le désordre, à tel point que tout créé finit par être comme d'ordre sacramentel, à plus forte raison l'homme. Elle s'exerce d'un perpétuel et contraire présent, celui du « je suis » dit à Moïse, et elle se transmet à la créature préférée, ainsi qu'en l'homme nomme les animaux. Or, se refuser à cette parole ou lutter contre elle, c'est s'avilir comme homme. Quel contraste avec l'achèvement que figure l'incarnation, transformant l'homme blessé en homme divinisé, image de ce que la créature est appelée à devenir, par participation volontaire, dans le respect par Dieu de sa dignité. Cette cohérence globale illustre et justifie chaque perspective singulière. Sur la croix, le Verbe se tait en un silence éloquent pour mieux annoncer la formidable puissance du Verbe ressuscité. La vie divine s'y prolonge en sacrement pour que la grâce accomplisse son œuvre. En somme, Dieu donne sa parole à l'homme, et ce, dès les premiers moments de sa vie. La parole divine appelle la parole humaine, si bien que religion pourrait être synonyme ici de savoir lire les signes de la présence divine et de sa parole agissante, éternellement performative. La parole juridique, après cette ouverture majeure, la parole juridique est approchée par deux intervenants. Jean-Claude Lomot, après s'être accusé et excusé d'être aussi terre-à-terre après une intervention de si haut vol, s'amuse et nous amuse à citer une phrase typique du langage des gens de droit, à première vue inintelligible. Mais, rappelant que le droit règle les affaires humaines et devrait donc se faire entendre de chacun, il fait observer qu'il a aussi des origines anciennes, dont il tire une bonne partie de son vocabulaire, latin, grec et italien. Le langage courant ne saurait suffire malheureusement à dire le droit, même si le droit ne peut se dispenser de rester en lien avec lui, et d'en donner des exemples sur le fond, la forme, le divorce, la sellette, mais aussi des mots comme meuble, aliment, fruit, dont le sens diverge de l'acception commune. Des termes comme transaction, faillite, authentique, compromis sont ainsi de dangereux faux amis pour l'usage commun, sans parler de termes plus obscurs comme dol, disposé, stipulé, pire, synalagmatique. Sans parler non plus des ambiguïtés comme celle d'un terme comme tiers. Cette précision nécessaire des termes de droit entraîne une difficulté même à traduire des expressions anciennes comme l'affectio societatis ou l'intuitus personae. A contrario, les tentatives du législateur pour moderniser le langage juridique paraissent plus d'une fois réductrices ou inadéquate, et Jean-Claude Lomot nous en a fourni des exemples précis, incriminant au passage le wokisme et telle volonté politique de diminuer le volume des codes. Jean-Paul Laborde alors aborde de front
avec toute sa science de diplomate, la parole du prétoire dans une perspective comparatiste en l'approchant de la prise de parole diplomatique. Car ce sont deux paroles qui agissent réellement au nom de la cité, donc éminemment politique, cité-État, ou même dans les organismes internationaux, cité terrestre. Originée dans le peuple, cette parole a aussi des conséquences mesurables et agissantes sur les peuples. La parole du magistrat, en fait, n'étant presque rien rhétorique, même dans le cas d'un parquetier qui a charge de convaincre. Et selon Jean-Paul Laborde, il faut ici distinguer les phases d'abord d'avant le procès, ensuite de pendant le procès. Avant, nous avons une parole inquisitoriale, tentant d'équilibrer la charge et l'absence de charge. Puis, pendant le procès, nous avons une parole accusatoire. Donc d'abord une recherche de preuves et non de vérité, puis une parole du ministère public, non seulement accusatoire, mais aussi chercheuse, elle, de vérité, éminemment libre donc. Ensuite, et enfin, la parole du juge jugeant, régnant au-dessus des débats. La parole du diplomate représente un pays, un État, non un gouvernement, et a, dans cette mesure, des effets majeurs dans certaines circonstances, ainsi de la guerre de 70, qui pèse sur la moitié du siècle suivant. Si on veut que les deux paroles soient entendues, ces deux paroles, celle du magistrat et celle du diplomate, elles doivent, selon Jean-Paul Laborde, viser à la justesse, à la mesure, être réfléchies et claires. Il rappelle, pour finir, que la ruse ne paie jamais à terme et que certaines paroles diplomatiques débouchent sur la parole judiciaire. Ainsi, l'ONU créant des tribunaux internationaux, revanche en quelque sorte du droit naturel. C'est ensuite le tour de la parole sur scène, sans doute la plus performative par essence, puisqu'au théâtre, dire n'est rien d'autre que faire et même être, et que c'est même la seule chance d'être. Deux intervenants s'attachent à en tirer les conséquences. Anthony Saudret, qui aborde d'abord un état très particulier de la parole, le chant, dans une forme très particulière de tragédie, la tragédie en musique. Il s'en tient au prologue, où les spécialistes voient à la fois une fonction politique de louange royale et une fonction dramaturgique. Anthony dénonce en quelque sorte une crise du langage tragique dans le cas des deux premières tragédies de Quinault et de Lully, Cadmus et Hermione, puis Alceste. Dans la première, Quinault explique la fonction du premier monologue qu'il sera plus ensuite nécessaire de justifier. Il y a là une entreprise de concurrence à la peinture d'histoire, car c'est un spectacle en mouvement et en musique, donc fait vraiment pour la louange royale que la tragédie lyrique. Il nous est alors donné d'écouter un extrait du chœur de louange qui anime ce prologue, chœur en deux temps, évoquant d'abord la puissance royale pour ensuite dire sa parole, donnant naissance à l'opéra lui-même, premier exemple de spécularité poétique en action. Anthony évoque alors le problème soulevé par la représentation allégorique de la majesté royale et française. Il y a là, de la part des anciens, contrairement aux modernes, une contestation d'autant plus vive après la disparition de Molière quand se pose la question du théâtre lui-même comme lieu de représentation des pièces à machine. La création d'Alceste est dès lors un moment clé de cette évolution, Racine étant lui-même impliqué, car son langage à lui est menacé par cet art nouveau, cette réécriture des anciens, par exemple par Quinault. Il y a même une quasi-cabale qui mène au déplacement de la représentation à Versailles, au profit d'une promotion du récitatif de Lully, parole plus pure que celle de la tragédie lyrique. Cela mènera au silence de Racine à terme, à travers la tragédie en musique représentée la modernité sous le patronage in absentia du roi et dans une perspective qui se fera moins allégorique, plus directement présente en parole sous forme récitative. Ensuite, il est question du même problème, mais d'un autre point de vue, plus théorique, en affrontant la notion même de tragique dans un exposé qui tente à présenter Racine en 3D. Il montre comment le tragique comme langage, en quelque sorte hérité du monde d'avant le logos socratique, s'exprime contre toute logique dramatique, contre toute chronologie, à l'insu du héros tragique, selon un axe perpendiculaire à celui du temps ordinaire qu'il traverse en l'ignorant. Il ajoute un troisième axe, l'intervenant, qu'il appelle l'axe poétique, en développant au point d'intersection des deux autres cette dimension langagière, et il justifie ces structures orthonormées par l'exemple d'une triple analyse, une tirade de Phèdre.
Selon les 3 dimensions, nous avons 3 développements autonomes, et cette notion archaïsante du tragique dont il est question alors, c'est en quelque sorte la prochaine fin dans la montée de la modernité lyrique. On passe ensuite à la mauvaise parole. Alors, c'est là qu'on voit l'éclatement, en quelque sorte, des perspectives. Notre doctorant Jean-Baptiste André s'intéresse d'abord au support de la parole incorrecte, la libre parole, l'organe de Drummond, qui doit peut-être son titre à un poème de Gautier chanté par la femme de son ami Daudet, un amour impossible, étrange origine, très romantique et très jolie, d'une étrange revue. Il y déploie son fiel, Drummond, à l'encontre de la Belle Époque qui ne le trouvait pas si belle. On déchiffre dans cette entreprise plusieurs invariants à travers une catharsis des passions tristes hypostasiées sous la figure du juif. Drummond prétend ainsi à l'honnêteté intellectuelle sous l'espèce du franc-parler, d'où une dénonciation incessante aussi de toute personne élue suspecte dans un permanent mouvement à contre-courant. C'est un terme que Drummond répète souvent. Et Jean-Baptiste André d'évoquer à ce moment-là 7 invariants, ou ce qu'il appelle des invariants, c'est-à-dire des mouvements successifs, épuration, restauration, conciliation, etc., dont aucun n'empêche, dans toutes ces mutations successives, n'empêche la chute inévitable du journal, malgré sa reprise par Coston, qui reprend le combat contre la judéo-maçonnerie. En fait, c'est un immense support d'une catharsis du mécontentement face à l'état des choses, mais trop attaché à l'image isolable d'une chronologie séquentielle. Ne reste que l'impératif de toute cette aventure, impératif resté neuf, paradoxalement, d'une parole libre, souvent revendiquée par les journalistes contemporains. Guillaume Bernard, dans l'élan de cette logorée cathartique, s'attaque au blasphème et à son droit. Parole blessante, le blasphème est de définition délicate, dit-il, mais le plus souvent lié à l'irrespect délibéré, voulu, à l'endroit d'une instance du sacré. Le blasphème est au cœur plus qu'aux lèvres, encore plus qu'aux lèvres. Aussi l'Église, souvent, se souciait-elle plus de soigner le premier que de châtier les secondes. Dès lors, que signifie, dit-il, la revendication du droit au blasphème? La réponse est double. Dans une perspective d'abord horizontale, première, Guillaume Bernard évoque socialement, en quelque sorte, sociologiquement et politiquement, la suppression progressive de l'inculpation du blasphème. Depuis la loi mosaïque et le droit romain tardif, qui punissent de mort, en passant par l'Église et le pouvoir royal, qui maintiennent la condamnation mais allègent progressivement la répression, essentiellement du fait que le blasphème porte atteinte à l'ordre social, mais aussi menace le peuple entier de la vengeance divine, en arrivant à la modernité politique qui y voit un crime sans victime, ce qui mène à la décision des révolutionnaires. Ils évacuent du code pénal en 1791 la notion de blasphème criminalisé. Puis, l'outrage à la morale publique et religieuse, lui aussi disparaît dans la loi de 1881. Toute cette évolution est liée à la question de la liberté de penser et de croire. Vous vous rappelez la formule « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ». Certes, il reste interdit de blesser, d'humilier, d'outrager autrui. Mais où passe, demande Guillaume Bernard, où passe vraiment la frontière? Et quand commence-t-on à agresser autrui? La Cour européenne des droits de l'homme semble, dit-il, par exemple, préférer la préservation de la liberté d'expression à la dignité humaine. Deuxième point, plus vertical, si je puis dire, mais paradoxalement vertical, l'évolution du sacré vers une essence politique, le délit de blasphème restauré subtilement à cette occasion. La loi de 1972 qu'il évoque semble bien condamner, par exemple, des intentions, des opinions, et donc limiter le droit d'expression en recréant le délit formel.
Autre forme de restitution du sacré, la sacralisation des valeurs républicaines, donc la restauration du blasphème, cette fois contre l'état de droit. Il y a même une extension de facto du blasphème à la sphère privée, et même, pour finir, mais il n'a pas eu le temps de développer, avec valeur rétroactive. En somme, les sociétés modernes restreignent assez spectaculairement l'espace d'expression des idées et des opinions. Yo Bernard prêche au contraire, pour une forme de civilité, au terme de laquelle on s'en tient au respect de la dignité d'autrui. Après la mauvaise parole, la bonne parole. Comment mieux finir que par elle? Pierre-Alain Caltot, dans cette perspective, donne la parole au poète latin de l'époque d'Auguste. Il s'intéresse au geste poétique essentiel qui consiste à figurer le verbe dans le blason du corps féminin, pour parler comme les médiévaux, mais aussi comme les critiques littéraires du XXe siècle. Un tel propos se situe donc au croisement de la parole poétique et de la rhétorique, et surtout, la poésie latine, dit-il, est tout autant, et ça m'a passionné, métapoétique que proprement poétique. Du reste, l'incorporation est une donnée, rappelle-t-il, ancienne de la poésie depuis les Grecs, qui voient volontiers dans le corps une image de tout discours. Oratio, sicut corpus hominis, a-t-il dit paradoxalement en latin. Dès les premiers vers, des bucoliques, le nom d'Amaryllis vient informer l'ensemble du poème, et au 7e chant de l'Énéide, un prodige exalte la figure féminine de Lavinia et l'enflamme littéralement à la gloire du verbe sublime et de son ornatus, et de l'Enargeia, qu'il n'a pas nommé, mais enfin, on l'avait bien compris, ici signalé par l'adjectif illustris, à quoi s'ajoute une dialectique entre Orient et Occident, entre élégie et épopée, enfin bref, une complexité générique extraordinaire. Properce confirme de telles analyses, lui dont le livre finit par s'identifier à son personnage titulaire, Cuntia. Le thème de la Levitas, associé à ce nom de Cuntia, désigne ainsi la modestie du genre lui-même de l'élégie et du livre qui en est le support. Seconde confirmation par Ovide, qui dans les Tristes associe les deux œuvres d'Homère aux femmes qui les motivent et surtout personnifie l'élégie en femme boiteuse dans ses amours. De même, le portrait de Corinne, voilée de sa tunique et de ses cheveux, et voilant sa beauté toute métaphorique, tous les termes la qualifiant pouvant être pris comme caractéristiques d'une perfection littéraire, tendance profonde de la littérature occidentale, dit-il, essentiellement spéculaire. Laure Messmaeker, comme invité par cette brillante démonstration, se demande qui parle vraiment dans la poésie d'une moderne comme Marie-Noël, privée en quelque sorte de la littérature latine. Elle commence par évoquer en manière d'apologue, un apologue justement de la poétesse restaurant la mémoire d'une bergère de rien qui, de sa parole transparente, a su humblement se hisser vers la sainteté. Aussi Marie-Noël aime-t-elle mêler deux paroles, la simple et la haute, la chanson profane et la parole sacrée. Mais c'est aussi que le Moyen-Âge est la période de référence aimée de Marie-Noël, et en particulier deux œuvres, Tristan et Iseux, et j'ai bien entendu la chanson de Roland. Voilà. Du reste, on aimait à l'époque, à son époque et dans son entourage, réécrire les œuvres de cette période. À quoi s'ajoute essentiellement aussi les chansons de nourrice liées aux souvenirs maternels. Il y a là des matrices, des schémas fondateurs qui nourrissent à leur tour les poèmes de Marie-Noël, dont, pour nos délices, Laure Messmaeker nous donne des échantillons. Imaginaire à la fois savant et enfantin, les fêtes de fin d'année avant Noël sont aussi de puissants motifs ici d'inspiration. Mais quel est le rapport, se demande pour finir et pour achever ce colloque, quel est le rapport de Marie-Noël au verbe sacré? Eh bien, Laure a une réponse simple, c'est le cas de le dire, à l'image de l'œuvre de la poésie de Marie-Noël. Elle met à ce propos en valeur le mot essentiel de douceur qui irradie tout l'œuvre de la poétesse, la langue de Marie-Noël étant plus proche de la nourrice que celle des savants. C'est sur cette note de simplicité que je crois, on a eu des mots essentiels ici, la dignité, la simplicité, le juste mot, la bonne parole, l'intention bonne. Je pense que c'est sur ces termes apaisants qu'il faudrait conclure. Merci.